Ça se passe comment quand un enfant a un comportement dit turbulent? Tu as parlé des enfants agressifs au sein du cadre familial avec nous, les parents, et où on n'a plus les clés. On ne sait pas quoi faire. Déjà, ça veut dire quoi un enfant qui est dans l'agressivité permanente et qui manifeste ça, ce rejet un peu? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser? Alors en fait, ces enfants-là, ils viennent nous dire j'adorerais être sur mon porte-avions, mais en fait, le porte-avions a l'air très occupé. Peut-être qu'il y a d'autres petits avions qui se posent et qui sont très présents aussi sur le porte-avions. Donc l'enfant, il n'est pas jaloux des autres avions, il est surtout soucieux d'avoir suffisamment de disponibilité pour que lui-même fasse le plein de sécurité. Et donc ça arrive souvent chez les enfants, dans la fratrie, pour le deuxième ou le troisième. Le premier, il a souvent connu l'exclusivité du porte-avions. Donc il a pu se nourrir et il a pu apprendre à quel moment le porte-avions était dispo ou pas dispo. On se rend compte quand on accompagne des familles où il y a plus de petits avions, on leur dit est-ce qu'il y a des temps privilégiés avec les plus petits? Non, en fait, on fait des jeux ensemble, on est toujours tous ensemble. Mais sauf que le cadet ou le troisième ou les suivants, s'il y en a plus, ils n'ont jamais ce sentiment-là. Et quand ils l'ont, ça leur semble toujours des miettes et toujours beaucoup trop court en fait. Donc, ils vont nous envoyer des signaux pour nous dire « j'ai besoin de me poser sur le pont du porte-avions ». Et c'est là où on va retrouver les signaux dont on a parlé tout à l'heure, c'est que ça va être des signaux aversifs. Au lieu de nous dire ça serait bien que tu sois un peu disponible. Alors de temps en temps, on est un peu disponible, mais finalement pour l'enfant, c'est jamais suffisant. C'est pas suffisant pour qu'il fasse le plein de sécurité. Et donc, il vient ressolliciter la proximité du porte-avions. Et en ressollicitant, il va plutôt être opposant, aversif, et il va être plutôt répulsif. Et globalement, cet enfant-là, on va lui dire plus tard, ou je serai disponible quand tu seras gentil, ou on verra quand tu seras plus gentil avec moi. Enfin, vraiment, on est dans quelque chose où on va attendre de lui. Sauf qu'il peut pas le faire, en fait. Et plus il est répulsif, plus nous on le rejette, plus on l'éloigne, moins il fait le plein. Et là, vous voyez le cercle vicieux duquel l'enfant seul ne peut pas sortir. C'est-à-dire que un enfant ne peut pas retrouver sa sécurité émotionnelle seul. Il a besoin que l'adulte prenne sur lui. Et donc souvent, il faut aider le parent à se dire c'est pas celui vers lequel vous avez envie d'aller. C'est pas celui avec lequel finalement vous auriez envie de privilégier du temps. Pourtant, c'est lui qui là en a besoin. Donc ça, c'est d'abord ça. Et de se dire d'arrêter d'attendre qu'il soit gentil pour être gentil, parce que ça, vous allez attendre longtemps. Il est perdu, il a peur. En fait, au-delà de l'agressivité, et c'est ça qu'on fait vraiment passer et qu'on a vraiment envie de transmettre aux parents, ou à toute figure d'attachement, c'est ces enfants qui sont agressifs, qu'on va pouvoir étiqueter comme violents. En fait, la violence, c'est pas une intentionnalité. L'agressivité, elle est le témoin de leur peur. Parce que si je reviens en méta besoin de sécurité, quand on a peur, on a 3 stratégies. Vous connaissez les 3 F. Soit je fuis. Donc ça, c'est des enfants trop sages qui parfois nous rassurent à tort. Soit on attaque, fight. On va chercher la bagarre, mais parce que en fait j'ai peur et que ma peur, je vais la transformer en agressivité. Comme ça, au moins, je suis sûre de pas mourir. Soit je me fige. Voilà. Et là, je suis très désorganisée. Et là, c'est encore autre chose. Mais l'enfant qui attaque, l'enfant qui agresse, cet enfant, il a d'abord peur. Et si déjà, on peut le regarder comme ça en disant « Waouh, il y a quelque chose qui lui fait peur ». Comment je peux le rassurer? Et c'est pas finalement en le regardant de haut, en lui donnant des menaces, en l'excluant, que finalement, on va le rassurer. Et on va au contraire encore plus lui faire peur, et plus il a peur, plus il va manifester sa peur, et on va retomber dans ce cercle vicieux. Donc la première chose à faire, avant d'avoir des méthodes un peu toutes faites, parce que moi je suis pas pour les méthodes toutes faites, je pense que c'est unique d'être parent, et on peut avoir 3 enfants et réaliser que les 3 enfants n'ont pas les mêmes besoins. Donc je pense qu'il y a des clés de décodage, on va mieux comprendre comment décoder l'enfant, mais c'est d'abord de pouvoir regarder l'enfant autrement. En tant que parent, de se dire tiens, cet enfant qui vient m'hyper solliciter, en fait, il a envie d'être avec moi, même si moi j'ai plus envie d'être avec lui. Et je vais devoir prendre sur moi en tant qu'adulte, en tant que parent, pour même si j'ai pas envie,
faire cet effort de passer du temps avec lui, même si c'est pas reconnaissant tout de suite et même si ça me semble pas efficient tout de suite, parce que c'est ça dont il a besoin. Et il a besoin de moi, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que nous, on travaille, c'est qu'on met en place ce que j'appelle des temps précieux. C'est qu'on va offrir à cet enfant un temps dédié qui a vraiment un format très spécifique. Sinon, l'enfant, il l'intègre pas comme ça. Parce que les parents, souvent, ils nous disent « Mais non, mais c'est bon, je passe du temps avec lui, je suis là, je fais à manger, et puis je suis avec lui. » Mais non, en fait, on n'est pas avec Ou je suis sur mon téléphone. Ou je suis sur mon téléphone, et ça, c'est majeur. Il suffit qu'on soit, nous, avec un autre adulte qui soit sur téléphone. On se rend compte qu'il n'est pas du tout disponible, même s'il nous rassure sur sa disponibilité. Elle est très vaine, et nos enfants sont quand même soumis. Là, il y a de plus en plus de recherches sur les écrans des adultes. Et c'était une des publications des 3 jours précédents là sur la recherche. Oui, ça vient toucher la disponibilité. Et du coup, l'enfant, il a cette information qu'on n'est pas disponible. Donc, s'il a peur qu'on soit pas disponible, il va envoyer les signaux et il va être reparti. C'est un enfant qui peut taper, qui peut nous taper en tant qu'adulte, qui peut crier, qui peut nous réveiller la nuit, qui peut refuser de manger, refuser de s'habiller. C'est tous ces signaux-là qui viennent nous dire « Hey, stop, pause, déconnecte. » On n'a pas besoin non plus finalement de faire que des ateliers de pleine conscience. Hein. Soyons avec nos enfants. Ils nous imposent la pleine conscience directe. C'est clair. Des économies, globalement. Mais globalement, c'est 1, on va voir différemment l'enfant. Et 2, on lui offre ces temps précieux. Donc, c'est des temps dédiés où on va se donner un quart d'heure. On montre le quart d'heure à l'enfant. Pendant ce quart d'heure, il n'y a rien qui vient nous interférer. Pas les frères et sœurs. Pas les frères et sœurs, et ça, c'est pas toujours facile, parce que quand on est une famille monoparentale, il y a quand même les frères et sœurs. Faut réussir à s'organiser, peut-être aller chercher plus tôt cet enfant-là à la crèche ou à l'école pour avoir ce temps dédié, ou avoir peut-être l'aide d'un voisin, d'une voisine qui va garder les autres pendant qu'on lui offre ce temps-là. C'est un quart d'heure, donc ça peut être possible malgré tout. On va dire à l'enfant qu'il est important pour nous, pas qu'on l'aime plus que les autres, parce qu'on va pas l'aimer plus que les autres, mais que là, il est suffisamment important pour qu'on pose notre téléphone, nos obligations, tout ce qu'on a à faire pour être totalement dédié à lui. Et puis, à la fin du temps qu'on va passer avec lui, donc on fait un temps où on va être dans un environnement plutôt contenant, à faire ce qu'il a envie de faire, en fait, hein, parce qu'ils savent très bien ce dont ils ont envie de jouer avec nous. On n'est pas obligé d'avoir un planning de ce qu'on va faire minute après minute. Et puis, à la fin du temps précieux, on va partager positivement ce temps avec l'enfant. Parce que vous allez imaginer ces enfants-là qui viennent nous déranger toute la journée. Ils entendent quoi, hein? C'est comme quand vous arrivez au boulot, on dit « Ah non, tiens, encore Clémentine qui est arrivée au boulot, encore Anne, elle est là. » Ah ben non, et puis on n'entend que des choses négatives toute la journée. C'est mieux quand t'es pas là. La maison est plus tranquille quand tu cries pas. C'est plus apaisé si t'es chez ta grand-mère ou à l'école. Ils entendent ça toute la journée. De temps en temps, on arrive à leur dire des choses positives, mais c'est pas majoritaire. Et après, on vient nous voir en disant « Il a pas confiance. » Bah oui, mais petit peu normal, puisqu'ils entendent que des choses négatives. Donc, à la fin du temps précieux, c'est de faire un retour positif avec l'enfant. Ça fait plaisir d'être avec toi. C'est génial de passer du temps avec toi. Oh, j'ai découvert, moi, je fais des dessins avec les enfants, puis je montre aux parents. Ils disent, oh, c'est pas lui qui a dessiné ça. Parce que les parents ne se rendent plus compte des compétences de ces enfants-là. Ils ne voient plus que la chose, les signaux qui dérangent, tout ce qui est très bruyant, ce qui dérange, et ils ne voient plus les compétences de ces enfants-là, alors que c'est souvent des enfants très sensibles, qui ont des hyper compétences dans certains domaines. Mais bon, c'est un peu banalisé. On le voit à l'école. Hein, quand moi, je demande les compétences. Ah non, mais sur les compétences, ça va très bien. Mais il est immature sur un plan émotionnel. Non, pas du tout, en fait. Hein. C'est des enfants qui ont des compétences, qui sont très sensibles et qui ont beaucoup d'attendus. Ça me fait penser quand tu disais ça sert à rien de les isoler. Pendant longtemps, on a eu ce débat du time-out et la durée. Et c'est vrai que ces enfants qui sont tellement épuisants, parce qu'on parle pas assez dans la société de l'épuisement parental, c'est la solution qui nous paraît la plus logique sur le moment, de leur dire va loin de moi, aussi pour protéger tout le monde, hein, parce qu'on sait aussi que on peut beaucoup plus déraper quand on est à bout, que on vient nous solliciter, et à un moment on peut pas encaisser indéfiniment. Mais ce que tu es en train d'expliquer, c'est que c'est en fait l'inverse qu'il faut faire avec ces enfants-là. Ça sert à rien de rigidifier le cadre, parce que c'est pas eux qui ont besoin d'un cadre beaucoup plus dur. Ils ont besoin de comprendre qu'il y a de la sécurité, c'est ça? J'ai pas dit de l'amour, parce que c'est vraiment, il serait pas de l'enjeu de l'amour. Ouais.
de cette disponibilité. C'est ça. L'idée, c'est de trouver la voie du milieu. C'est vrai que moi, je préfère qu'un parent puisse poser son enfant et le laisse pleurer plutôt que le secouer, et qu'il s'éloigne et qu'il s'apaise le temps que... Mais ces enfants-là, ils nous envoient des signaux pour retrouver cette proximité-là. Donc, c'est sûr qu'il faut pouvoir leur offrir. Après, l'idée, c'est qu'un enfant de 6 mois, c'est pas un enfant de 6 ans. Et qu'un enfant de 6 ans, on doit aussi le responsabiliser. Et OK, il a peur. On va faire en sorte que l'environnement soit plus cohérent, prévisible et stable, parce que ces enfants, ils ont besoin vraiment de ce cadre très lisible. Mais on peut pas non plus tout tolérer. Donc, c'est de trouver cette juste mesure, de pas l'autoritarisme où, c'est comme ça. Nous, on appelle ça l'autorité sensible. C'est-à-dire, je suis sensible aux besoins de l'enfant, mais pour autant, je pose un cadre, parce que le cadre, il est essentiel. Et on voit très bien que s'il n'y a pas de cadre, là, ils sont totalement perdus.